Les mauvaises réminiscences de la guerre d'Algérie, Henri Curiel assassiné par le groupe d'extrême droite Delta. Brejnev à Bonn, un voyage historique, 10 000 policiers sur les dents, 7 heures d'entretien avec le chancelier Schmitt. Jimmy Carter et l'énergie solaire, un crédit supplémentaire de 100 millions de dollars pour améliorer les recherches. Le J'accuse de Zola, ce soir sur Antenne 2, on recherche 1 millier de lettres pour mieux cerner la personnalité de ce grand inconnu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un attentat donc aujourd'hui à Paris. La victime n'est pas un inconnu, loin de là. Il s'agit d'Henri Curiel, le fondateur du Parti communiste égyptien, devenu depuis apatride, mais résident en France, et puis considéré par certains comme lié à différents mouvements terroristes. Longtemps d'ailleurs, Henri Curiel a été assigné à résidence dans la ville de Digne, mais depuis quelques mois, il était parfaitement libre de ses mouvements. Et nous pourrons d'ailleurs entendre tout à l'heure Henri Curiel qui se défendait à l'époque de ces accusations. L'attentat est signé d'un groupe Delta. Là aussi, il s'agit d'un nom qui éveille en nous des souvenirs liés à la fin des événements d'Algérie et marqué par un combat clandestin contre les hommes chargés par Paris de la lutte anti-OAS. Pendant 15 ans, plus rien. Et puis à nouveau, il y a 6 mois, le meurtre du veilleur de nuit de l'amicale des Algériens en Europe à Paris. Mais revenons à l'assassinat d'aujourd'hui. Tout s'est passé très vite. C'est environ vers 14 h cet après-midi, dans ce petit immeuble bourgeois de la rue Rollin, dans le 5e arrondissement à Paris, qu'Henri Curiel a été abattu. Le scénario est simple. À 14 h, 2 jeunes hommes franchissent le porche du domicile parisien d'Henri Curiel. Ils traversent la cour qui relie les 2 immeubles pour gagner l'immeuble du fond. Au même instant, Henri Curiel, qui doit se rendre à son bureau, sort de son appartement et appelle l'ascenseur. 30 secondes plus tard, il est arrivé au rez-de-chaussée. Ses agresseurs, qui se trouvent alors dans le hall d'entrée, tirent 3 balles de gros calibre, des 11-43, à travers les portes battantes. Henri Curiel s'effondre. Il a survécu quelques minutes à ses blessures. Il est mort maintenant. 2 habitants de l'immeuble racontent. Comme les gens de cet immeuble, je suis sorti de chez moi et en descendant l'escalier, il n'y avait rien, personne, sauf que effectivement, dans l'ascenseur, une personne venait d'être touchée par 3 détonations, par 3 balles. Cette personne, vous connaissez monsieur... Non. Vous connaissiez monsieur Curiel? Non, pas précisément. Pas... J'ai vu les personnes qui passaient assez rapidement, j'ai entendu les détonations, j'étais à la fenêtre, moi je me suis rentré à l'intérieur. J'étais à pied, en passant par l'escalier. Ils ne peuvent pas sortir autrement qu'à pied. Bien, je vous remercie. Oui, la personnalité de M. Curiel était très mystérieuse. Ses voisins le considéraient comme un homme très courtois, très discret. Ses amis le disaient passionnément attaché à la justice, mais ses ennemis le soupçonnaient d'être lié de très près au terrorisme international. Nos confrères du Point l'avaient même nommément désigné et il n'avait pas été poursuivi en justice. Pour Antenne 2 et pour Gérard Inet, Henri Curiel avait accepté de s'expliquer sur le mouvement Solidarité, dont il était l'animateur. L'entretien que vous allez entendre n'a jamais été diffusé, il date de 6 mois tout juste, à une époque où, je vous le disais, Henri Curiel était assigné en résidence surveillée à Digne. À ma connaissance, c'est un mouvement clandestin d'aide aux libérations d'aide au mouvement de libération du tiers-monde. Étant donné que c'est un mouvement clandestin, je ne peux rien en dire. Vous êtes un des fondateurs du mouvement communiste égyptien? Oui. Et peut-être j'ai joué un rôle aussi dans la fondation du Parti communiste soudanais. Vous vous dites apatride, ça signifie quoi exactement? Je ne me dis pas apatride, je suis juridiquement apatride, c'est-à-dire n'étant pas reconnu comme national, comme citoyen par aucun pays. Justement, alors pourquoi avoir choisi la France pour vous y réfugier? Ça a été, si j'ose dire, naturel. Je suis nourri de culture française, même si elle est incomplète. Et bon, je me sens, je veux dire, il n'y a aucun pays où je me sentirais chez moi, à part celui-ci. Vous êtes communiste? Absolument. Depuis 40 ans et chaque jour davantage. Aujourd'hui, vous êtes accusé, Henri Curiel, d'aide aux organisations terroristes et de fournir aussi des renseignements au KGB, aux services secrets soviétiques. Ça, d'abord, il y a un peu incompatibilité. Hein.
ou KGB, le communisme orthodoxe, et alors pas aide au mouvement terroriste, ou aide au mouvement terroriste, alors on est plutôt mal vu chez les communistes. Il faut choisir. En ce qui concerne les terroristes, ceux qu'on appelle vraiment les terroristes, pas les militants des mouvements de libération. Je sais qu'on qualifie facilement les militants des mouvements de libération de terroristes, c'est très utilisé. Enfin, pour moi, il y a une différence fondamentale. Alors, les mouvements de libération, si je peux les aider, je n'hésiterai jamais à le faire. Par contre, les terroristes, je me demande, je n'ai jamais dénoncé personne de ma vie, mais des fois, je me demande si je ne le ferai pas, tellement je considère que ces gens-là sont sinistres. Comment se traduit matériellement votre assignation à Digne? J'ai connu d'autres mesures beaucoup plus dures que celle-ci. De toutes celles que j'ai connues, celle-ci est la moins dure. Mais ce n'est pas seulement moi qui suis en cause. Les gens qui souffrent véritablement sont innombrables dans la partie du monde qui fait l'objet de mon intérêt et de mon action, c'est-à-dire le tiers-monde. Et à côté des Chiliens dans les prisons de Pinochet, des Africains du Sud dans les prisons où la police assassine les détenus, ou les exemples innombrables qu'on peut donner, je ne me considère pas comme une victime pitoyable et je ne demande aucune pitié. Je lutterai pour la reconnaissance de mes droits. Et si des gens ont des sentiments à placer, qu'ils pensent aux gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Oui, en raison de ce passé passionné de M. Curiel, l'enquête menace d'être longue. 10 000 policiers sur les dents, il n'était pas difficile aujourd'hui de savoir que Bonn accueillait Léonid Brejnev pour un voyage qualifié d'historique par la presse soviétique. Le numéro 1 soviétique, qui est aujourd'hui, je vous le rappelle, chef de l'État, doit rester 4 jours à Bonn, puis à Hambourg. Sur place, Michel Meyer. Petits drapeaux et œillets rouges dans les mains des Russes vivant à Bonn, calicot élogieux et attente patiente des communistes ouest-allemands fidèles à Moscou, le tout dans un déploiement policier tout à fait exceptionnel. Voilà pour l'aspect visible et disons superficiel et épidermique de ce déplacement allemand de Léonid Brejnev. C'est cependant dans une Allemagne fédérale en voie d'émancipation qu'a atterri le chef suprême de l'Union soviétique, qui a été accueilli par le président Walter Scheel. Ce déplacement est donc suivi avec une extrême attention autant à l'Est qu'à l'Ouest, et singulièrement par l'administration et la presse américaine. Léonid Brejnev arrive en effet à Bonn à un moment où Allemands et Américains sont en pleine crise de ménage. C'est le cas depuis pratiquement l'arrivée du président Carter à la Maison-Blanche. Certains observateurs vont alors jusqu'à considérer que ce voyage de Léonid Brejnev est en quelque sorte une façon de profiter de la situation et d'entamer une offensive de charme envers l'Allemagne fédérale, surpuissante sur le plan industriel, une Allemagne fédérale avec qui il rêve d'exploiter les ressources de l'Union soviétique et notamment les immenses réserves de l'espace sibérien. En fait, l'économie est le gros morceau du dialogue Schmidt-Brejnev. On y évoque la signature d'un accord économique à long terme. Il serait cependant étonnant que l'État et les capitaines d'industrie allemands s'engagent sur des coopérations portant sur 10, 25 et même 50 ans, comme le leur a déjà proposé Brejnev. Outre d'économie, on parlera aussi détente et désarmement. Helmut Schmidt a l'intention de tester la volonté de son interlocuteur en lui indiquant notamment qu'il admettrait volontiers que le président Carter renonce à la bombe à neutrons, mais à la condition que l'URSS diminue le nombre des chars massés au-delà de la frontière entre les deux Allemagnes. C'est là une condition fondamentale afin qu'une ère de confiance conditionnelle puisse succéder à l'ère actuelle de soupçon qui règne toujours entre Bonn et Moscou. Italie, une lettre d'Aldo Moro au pape, c'est une quasi-certitude et cela va sans doute ébranler encore un peu plus la résolution jusqu'alors tranquille et très ferme des différents partis politiques italiens. Après le Parti socialiste qui semblait ne pas souhaiter l'intransigeance en la matière, voici maintenant que la démocratie chrétienne elle-même paraît quelque peu divisée. Et 7 semaines après l'enlèvement, les terroristes italiens paraissent vraiment décidément maîtres du jeu. Tout a commencé lorsque les socialistes ont proposé que le gouvernement accomplisse un geste de clémence.
c'est-à-dire qu'on libérerait, ou plutôt on réduirait les peines de certains terroristes qui se trouvent actuellement en prison, sans négocier formellement avec les Brigades Rouges. D'ailleurs, qu'est-ce qui a pu bien faire croire aux socialistes que les Brigades Rouges se contenteraient de ce geste de clémence? Est-ce qu'il n'y a pas un contact permanent entre les terroristes et la famille d'Aldo Moro? La question reste sans réponse. Quoi qu'il en soit, la démocratie chrétienne a répondu que ce geste de clémence était de la compétence du gouvernement. Le gouvernement a répondu à son tour, pas question d'aller contre la loi, et nous devons respecter la mémoire de ceux qui ont été assassinés lors de l'enlèvement d'Aldo Moro. Donc, fermeté de la part du gouvernement, hésitation à la démocratie chrétienne qui voudrait bien sauver Aldo Moro sans donner l'impression de céder aux terroristes, indignation générale en tout cas contre les socialistes qui sont maintenant accusés de vouloir trahir la République. Pendant ce temps, les Brigades Rouges seraient plutôt satisfaites, les partis politiques sont en ébullition et il est même question maintenant d'une crise à l'intérieur de la majorité qui va des démocrates chrétiens aux communistes en passant par les socialistes. Oui, ce sont bien les Brigades Rouges qui donnent actuellement en Italie l'impression de mener le jeu. 2000 casques bleus de plus au sud Liban, le Conseil de sécurité de l'ONU a dit oui hier soir. Ils étaient 4000, ils seront donc 6000. Kurt Waldheim a par ailleurs adressé un télégramme au contingent français de la force de l'ONU là-bas et à son chef, le colonel Salvant, pour les féliciter de leur courage. Le colonel Salvant se remet d'ailleurs très bien après une nouvelle opération. Aujourd'hui, son état est jugé très satisfaisant. Je vous rappelle qu'il avait été blessé mardi soir à tir au cours d'affrontements qui ont opposé les casques bleus français à des éléments palestiniens incontrôlés. Voici les images de cette embuscade. C'est peu après l'attaque de ce camion de ravitaillement sur une petite route bordée d'orangers située à 5 km de tir qu'a débuté le véritable affrontement entre forces palestiniennes incontrôlées et soldats français. Le colonel Salvant, qui se trouvait à son PC en discussion avec des responsables palestiniens, apprenant l'incident, décidait aussitôt une sortie et lançait plusieurs patrouilles. Lui-même prenait place à bord du véhicule du responsable palestinien de la région pour aller à la rencontre des tireurs. C'est là qu'il fut blessé alors que le commandant palestinien était tué. C'était hier la consternation dans la caserne de tir où les blessés de l'embuscade ont rendu les honneurs aux 2 soldats français tués. Tout d'abord surpris par le bombardement de leur caserne, les soldats français répliquaient aux tirs palestiniens, faisant de nombreuses victimes dans leur rang. Selon des officiers des Nations Unies, cette attaque de forces incontrôlées était une opération de diversion. Elle avait pour but de clouer les soldats de l'ONU et permettre ainsi le passage de plusieurs centaines de Fedayeen dans cette zone tampon. En France, la nomination du socialiste Gérard Jacquet comme conseiller d'État, nomination approuvée hier par le Conseil des ministres, est considérée comme un nouveau geste d'ouverture du président de la République vers l'opposition, au lendemain de la désignation d'un autre socialiste, Jean-Pierre Cotte, pour faire partie de la délégation française à l'ONU dans 3 semaines. Ouverture aujourd'hui du congrès de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, autrement dit la Fédération Lagarde. Il se déroulera pendant 4 jours à Royan et Philippe Arroir nous en fera un compte-rendu samedi. Aujourd'hui, le président de cette fédération a regretté l'absence du ministre de l'Éducation. Christian Belac s'en était d'ailleurs expliqué en disant qu'il préférait s'abstenir de participer à un congrès national dans la phase préalable de ses réflexions et de ses consultations. 1600 licenciements prévus dans le plan de restructuration du groupe Boussac, c'est la CFDT qui croit pouvoir l'annoncer. Ce projet sera connu mercredi prochain. Enfin, comme promis, notre reportage sur la situation des entreprises du groupe Terrain au surlendemain de la mise en liquidation judiciaire des 13 sociétés. 1974, la crise de l'énergie vient mettre un coup de frein brutal aux espoirs de développement de la construction et de la réparation navale. Depuis cette date, la plupart de ces gros cargos ou des supertankers pourrissent dans le monde et en particulier dans les fjords de Norvège. La concurrence s'est fait telle depuis cette date que sur 900 bateaux à peu près construits dans le monde, la moitié l'a été par les Japonais et 10 seulement l'ont été par des chantiers français. Et l'on s'aperçoit aujourd'hui, puisqu'il faut 3 ans pour construire un de ces monstres, que les carnets de commandes sont vides. Voilà pourquoi aujourd'hui le groupe Terrain à Marseille se retrouve en liquidation judiciaire après avoir déposé son bilan. 3 syndics ont été désignés pour chacune des entreprises du groupe et 4500 personnes risquent de venir gonfler les rangs des 55 000 chômeurs de la région, sans compter bien sûr les répercussions que la disparition de Terrain pourrait avoir sur les 234 sous-traitants, soit encore 6 000 personnes. Épiphénomène, simple péripétie sociale ou industrielle, pas vraiment.
La faillite de terrain, c'est l'illustration parfaite de la crise que traverse en France la réparation navale. Avant 1974, au temps du Vaugras, la presque totalité de la flotte mondiale s'est renouvelée. La génération de gros porteurs qui navigue maintenant est dans son ensemble jeune. Sa moyenne d'âge est de 3 à 4 ans. Il faudra bien un jour qu'ils commencent à vieillir, ces bateaux, et qu'ils se fassent réparer. En attendant, les menaces pesant sur les chantiers navals de Dunkerque s'estompent après 56 jours de grève. Et à Marseille, les principaux ateliers de réparation de la façade méditerranéenne française, ceux de la SPA Terrain, ferment leurs portes. Déjà, nous avions alerté les pouvoirs publics, la préfecture, dès le mois de juin 1976, devant la situation de la navale. Nous avons manifesté à plusieurs reprises avec nos camarades de la construction navale. Le 6 juin, le 10 novembre et le 27 janvier. Nous avions des solutions, nous voulions en discuter, mais personne n'a voulu nous entendre. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Pour catastrophique qu'il soit, le dépôt de bilan de terrain ne signifie pas pour autant que tout espoir est disparu. Les installations de la SPAT et des autres sociétés peuvent encore intéresser un partenaire financier qui croirait en une relance de la réparation navale. Dans ce cas, l'essentiel de l'emploi pourrait être préservé. Certes, des licenciements seraient inévitables, de l'ordre de 6 à 800 sur 4500 employés. Nous croyons que l'entreprise Terrain, qui a fait ses preuves par le passé, doit continuer à vivre et doit continuer à œuvrer pour développer Marseille, son port et sa région. Nous proposons au pouvoir public un plan en 3 grands volets. Premièrement, une pré-retraite à 55 ans, comme cela s'est déjà fait. Un plan de formation sur 2 ans, en attendant que l'activité reprenne vers 1980, nous pensons, et surtout une aide ponctuelle pour pouvoir redémarrer. Il faut à terrain 60 millions de francs pour redresser la barre. L'État attend un partenaire. Ce partenaire, s'il existe, attend de son côté le geste de l'État. Il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps. Une semaine après le dépôt de bilan, les activités du port et de la région marseillaise commencent à en souffrir. Nous sommes dans le plus dur de la crise, dur qui peut durer 1 an, 6 mois. Et tous les éléments qu'on voit apparaître au fil des temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sont tous correcteurs et porteurs d'espoir, faiblement. Donc je crois qu'on est au plus dur et que nous avons, nous, le devoir, port autonome, de manger notre pain noir, comme on l'a déjà fait, et de tenir l'outil pour une résurrection. Le dossier de la réparation navale est un des plus chauds actuellement. Celui de terrain est le plus urgent à résoudre. Ce dossier est sur le bureau des pouvoirs publics. Ce sont les ouvriers et les cadres de l'entreprise eux-mêmes qui l'ont monté hier à Paris. Voyez-vous, si un secteur de l'économie américaine est bien dans l'essor, c'est celui des énergies nouvelles. Je vous annonçais hier que les États-Unis allaient célébrer la journée du soleil, et l'on sait combien ces problèmes d'énergie tiennent à cœur à Jimmy Carter. Eh bien, le président américain était bien stoïque, car vous allez le voir, il a plu hier, plu toute la journée à Golden, la petite ville des montagnes rocheuses, où il a lancé toute une série de mesures pour inciter ses compatriotes à utiliser l'énergie solaire, et notamment un crédit de 100 millions de dollars. C'est un événement quotidien, pourtant des millions de personnes ont voulu le voir ensemble. Ce lever de soleil est un symbole. Pour les partisans de l'énergie solaire aux États-Unis, le 3 mai 1978 restera à jamais le début de l'ère du soleil. À 6 h du matin, des cérémonies païennes de ce genre, des chants, des musiques, des incantations spécialement composées résonnaient entre la Maison-Blanche et le Capitole, 2 symboles du pouvoir américain que les partisans de l'énergie solaire veulent convaincre. Pour accueillir le soleil, accueillir le jour du soleil, c'est-à-dire l'âge solaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'âge solaire? Pour développer l'énergie solaire et de faire conscience, faire apprendre aux gens l'énergie nouvelle. Est-ce que partout aux États-Unis, les gens se réunissent comme cela en ce moment? Et il y a plus de 450 villes qui participent maintenant avec tous les fêtes, les cérémonies, toute la journée. Partout, des expositions consacrées à l'énergie solaire sont organisées, les explications voisinent avec le folklore, les détails techniques avec les t-shirts et les badges.
Le but, c'est de convaincre le maximum de particuliers que désormais l'énergie solaire existe et que tout le monde peut s'en servir pour chauffer l'eau ou les maisons, pour produire de l'électricité ou des combustibles. Toutes les techniques sont présentées, les plus simples comme les plus compliquées. Cette initiative privée est issue d'organisations œuvrant en faveur des énergies éternelles et contre les énergies qui s'épuisent, comme le charbon, le pétrole et l'uranium. Des hommes politiques s'y intéressent, des sénateurs, des ministres, jusqu'au président des États-Unis qui fait un important discours en faveur de l'énergie solaire. En principe, ce jour du soleil, comme le jour de la Terre en 1970, est unique. Mais déjà des initiatives locales et internationales, notamment en France, voudraient en faire une manifestation mondiale de la planète Terre. Alors justement, en France, cette journée du soleil aura lieu, nous vous l'avons dit, le 21 juin 1979. C'est une opération soutenue par Antenne 2. Et nous demandons d'ores et déjà à tous les départements, à toutes les villes, à tous les particuliers, d'avoir des idées et des initiatives pour cette journée. D'ailleurs, le soleil est devenu le symbole du timbre que vous voyez derrière moi, le symbole de l'Agence des économies d'énergie. En football, on connaît donc depuis hier soir le premier lauréat européen 78, c'est-à-dire le vainqueur de la finale des vainqueurs de coupe. Une nouvelle fois, c'est le club belge d'Anderlecht qui l'a emporté à Paris, en ne laissant aucune chance à l'Austria de Vienne, 4-0. 13e minute, Nielsen passe à Vercottren qui centre, Reisenbrink reprend pour marquer un premier but bien mérité. Anderlecht a pris le match en main une bonne fois pour toutes, Austria n'a fait illusion qu'un quart d'heure. « 44e minute, Reisenbrink est fauché à la limite de la surface de réparation. Il tire lui-même le coup franc, un modèle du genre. Regardez la trajectoire de la balle. « 45e minute, une longue montée offensive de l'arrière Van Beens qui résiste à la charge de deux adversaires et marque dans un angle très réduit. À la 80e minute, alors que la partie commence à languir, Van Beens encore surprend tout le monde par un tir croisé en pleine lucarne. Austria n'a pas été à la hauteur de la situation. Le score de 4-0 apparaît pleinement justifié à ce stade de la compétition. Et c'est M. Francky, président de l'UEFA, qui remet la coupe à Reisenbrink, principal artisan de la victoire de son club. En cyclisme, dans le Tour d'Espagne, la 9e étape a été remportée au sprint par le Belge Van den Oud, qui est déjà leader au classement général. Et en hippisme, voici la combinaison gagnante du tiercé qui se courait à Longchamp, le 3, le 1 et le 8. Les rapports en gros 600 francs dans l'ordre pour 5 francs, 120 francs pour un ordre différent. Vous savez que dans 5 minutes, vous avez rendez-vous avec Émile Zola, le Zola de Stelvio Lorenzi. Eh bien, figurez-vous qu'on est encore loin de tout savoir sur cet écrivain qui vous a passionné, si j'en juge le volume du courrier que nous avons reçu après la première émission samedi soir. On a déjà retrouvé 3000 lettres de l'auteur de Germinal, mais il en manque encore un bon millier. Et le CNRS, ainsi que l'Université de Toronto, au Canada, recherchent ces lettres, ou en tout cas les photocopies. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En voici une, par exemple, que nous a tout à l'heure confié Armand Lanoux, qui vient de rééditer son « Bonjour, Monsieur Zola ». Elle est destinée au capitaine Dreyfus, à son retour de Cayenne, et je vais vous la lire. « Capitaine, si je n'ai pas été l'un des premiers, dès votre retour en France, à vous écrire toute ma sympathie, toute mon affection, c'est que j'ai craint que ma lettre reste pour vous incompréhensive. Et j'ai voulu attendre que votre admirable frère vous ait vu, vous ait dit notre long combat. Il vient de m'apporter la bonne nouvelle de votre santé, de votre courage, de votre foi. Et je ne puis donc que vous envoyer tout mon cœur, en sachant que maintenant vous le comprendrez. » Il y a des quantités de lettres qui sont perdues. La correspondance telle qu'elle a été publiée vers les années 1930 compte environ 600 numéros.
Bon, on estime actuellement à peu près à 4000 le nombre de lettres de Zola que l'on pourrait récupérer. Il faut les faire sortir de l'endroit où elles sont pour la connaissance scientifique de l'écrivain et de l'époque. Comment faire alors? Eh bien, je crois que je vais demander à notre ami Henri Mitterrand, qui est un spécialiste universitaire de Zola de haute qualité et qui a commencé ce travail, lui, avec l'université de Toronto. Il y a un travail de départ qui est fait à l'échelon international. Oui, les lettres de Zola sont absolument passionnantes pour la connaissance de l'homme, pour la connaissance des milieux littéraires de l'époque et d'affaires politiques comme l'affaire Dreyfus. Et je profite de l'audience qu'assure au nom de Zola l'émission d'Armand Lanoux et de Stelio Lorenzi pour faire un appel à toutes les personnes qui, en France, pourraient conserver des lettres de Zola ou des documents sur Zola. Le plus simple, c'est que ces lettres soient, plutôt que ces indications, ces informations soient tout simplement envoyées à Armand Lanoux, à Antenne 2, télévision française. Armand Lanoux, pensez-vous qu'une émission comme celle de ce soir peut jouer un rôle important dans l'affaire Dreyfus et dans, disons, le tabou qu'elle représente encore en France? Mais je crois que c'est un acte historique. Il n'y a pas d'un côté la recherche, les biographes, la littérature, et de l'autre côté le public, des spécialistes et le grand public. Non, il y a tout un monde qui est intéressé par un sujet, et ils travaillent ensemble. Et faire sortir de l'ombre ce que l'on ne sait pas encore, c'est capital. Alors savez-vous ce qui est sorti de l'ombre depuis quelques jours maintenant, depuis samedi? Eh bien, c'est que l'affaire Dreyfus, qui était tabou, a cessé d'être tabou. Et ça, c'est peut-être aussi important que la publication de la lettre J'accuse. Oui, Armand Lanoux et Patricia Charnelet étaient en train de visionner le deuxième épisode donc de cette affaire Zola que vous verrez ce soir. Avant de vous donner rendez-vous avec Zola, les prévisions de la météo pour la journée de demain, les pluies et les orages seront fréquents sur le quart sud-est du pays, c'est-à-dire les régions qui s'étendent de la Méditerranée au Massif central et au sud des Alpes. Dans la journée, ce mauvais temps traversera la plus grande partie du pays, d'ouest en est, et les orages seront nombreux, parfois accompagnés de rafales de vent. En fin de journée, ce temps orageux s'atténuera et les températures baisseront sensiblement. Aux environs de 23 h, Bernard Rapp vous présentera le dernier journal. Et au nom de toute l'équipe de la rédaction d'Antenne 2, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous retrouverai avec plaisir demain. Bonsoir à tous.